Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Bonjour à tous, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique aujourd'hui, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Beaucoup de sujets évoqués ensemble. Le bilan de la première nuit du couvre-feu pour les mineurs qui est en passe de se terminer en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, la fin du droit du sol, à Mayotte. Vous dites oui, mais pour quand l'application effective de cette mesure et puis de nouvelles annonces peut-être, on verra, pour tenter de lutter plus efficacement contre les trafics de stupéfiants en provenance de la Guyane, mais d'abord donc Mayotte, un an après l'opération Wuambushu. L'opération Place Nette a été lancée il y a exactement une semaine pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre l'insécurité. Quel est le premier bilan que vous dressez de cette opération qui doit se poursuivre jusqu'à fin juin ? Mayotte Place Nette, vous l'avez dit, ça va se poursuivre pendant 11 semaines. C'est la mobilisation de 1700 policiers et gendarmes sur l'île de Mayotte, 374 km² pour que vos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. L'opération, elle consiste à viser 3 objectifs. La lutte contre l'immigration clandestine, donc clairement expulser des étrangers en situation irrégulière. Deuxième objectif, la destruction d'habitats informels, les bangas. Donc 1300 bangas à détruire au cours des 11 semaines. Et puis la lutte contre les bandes, 60 chefs de bande ciblés, identifiés, à interpeller au cours de ces 11 semaines. Après, on en est où justement aujourd'hui ? Une semaine, même moins d'une semaine, après le lancement d'opération Place Nette, on a 250 bangas qui ont été détruits, donc 250 bidonvilles détruits. C'est un quartier entier de Mamoudzou qui a été nettoyé de ces bangas, de ces bidonvilles. Nous avons eu 4000 contrôles, 100 interpellations de délinquants, et parmi ces 100 interpellations de délinquants, 6 chefs de bande, 50 armes sur aussi, les 60 ciblés. Sur les 60 ciblés. Donc 10% des cibles que nous nous étions fixées sont d'ores et déjà interpellés moins d'une semaine après le début des opérations Place Nette. J'ajoute aussi, c'est un point important, que une cinquantaine d'armes ont été également saisies dans le cadre des opérations qui se déroulent actuellement à Mayotte. Vous l'avez dit, lutte contre l'immigration illégale. Est-ce qu'il y a eu des interpellations justement de migrants en situation irrégulière, également de passeurs au cours de cette semaine ? Depuis mardi dernier, on a 530 ESI qui ont été, étrangers en situation irrégulière, excusez-moi, qui ont été interpellés. Et puis, nous avons mis en place des moyens de surveillance, notamment maritimes, qui ont permis hier le démantèlement d'un trafic de pêche illégale. On a saisi 1 tonne de poissons pêchés illégalement. Et 10 kwassa, donc des kwassa c'est des embarcations. C'est des embarcations, oui, voilà, c'est ça. 10 kwassa, et du coup des individus se livrant à ces trafics ont également été interpellés hier en fin d'après-midi. Wuambushu, c'était il y a un an. Marine Le Pen dit que ce soit pour Wuambushu ou pour cette opération Place Nette, on est sur une opération communication surtout. Que lui répondez-vous ? Mais Marine Le Pen, elle fait de la communication. Elle en fait même d'ailleurs depuis 30 ans. Elle est en campagne électorale permanente. Moi, je considère que ce qu'elle dit, c'est une insulte aux forces de l'ordre qui sont mobilisées sur le territoire de Mayotte. On a, je vous l'ai dit, 1700 policiers et gendarmes engagés à Mayotte. On peut leur dire que ce qu'ils font... Jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. Mais après on peut leur dire jusqu'à fin juin, et de façon... En fait, le renfort effectif de l'opération Place Nette, c'est 100 personnes en plus. La réalité, c'est qu'il y a 1600 personnes engagées de façon permanente à Mayotte. Donc on peut venir à Mayotte faire du tourisme électoral et expliquer que l'engagement des forces de l'ordre, c'est de la communication, c'est la responsabilité de Marine Le Pen, c'est pas la mienne. Elle propose quelque chose de très concret, la création d'un centre de rétention administrative flottant pour éviter que ces migrants mettent un pied à terre à Mayotte. Est-ce que c'est une solution qui vous semble intéressante ? Non, je pense que c'est de l'ordre du gadget, ça frappe les esprits. En fait, encore une fois, la spécialité de Marine Le Pen, c'est au fond de constater... des choses qui résonnent au sein d'une opinion publique et d'une opinion publique à Mayotte qui souffre, qui vit des situations extrêmement difficiles.
La réalité, c'est que pour envoyer un étranger en situation irrégulière dans son pays d'origine, il faut obtenir un laissez-passer consulaire. Vous pouvez mettre un centre de rétention administrative sur terre, sur mer, dans l'air, où vous voulez. La réalité, c'est que sans ce laissez-passer consulaire et sans l'expiration d'un certain nombre de délais, vous ne pourrez pas renvoyer un étranger en situation régulière. Alors, Marine Le Pen, elle a sans doute, visiblement de ce que je lis du programme du Front National, la volonté de sortir des traités européens. Mais dans ces cas-là, il faut le dire. Parce que si on sort des traités européens, il y a des conséquences. Il y a des conséquences négatives aussi pour les ultramarins. J'aimerais savoir si on a des chiffres concrets sur ces dernières années, pour en parler plus globalement, de l'immigration clandestine. Est-ce qu'on a une baisse de l'immigration clandestine à Mayotte ces dernières années, une baisse de la criminalité également sur l'île? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? En fait, l'île de Mayotte est peuplée de 330 000 personnes officiellement recensées. On dit que c'est sous-estimé ce chiffre. C'est probablement sous-estimé si l'on en croit les retours des élus locaux, si l'on en croit aussi le besoin d'école et de scolarité. Donc nous, on est en train d'affiner cette façon de calculer pour justement être au plus près. Si on doit réussir à avoir une meilleure finesse d'appréciation, c'est pas la peine non plus d'expliquer qu'il y a 600 000 ou 700 000 personnes à Mayotte. Il y a absolument aucun élément tangible qui permet de le dire. Donc évitons d'avoir des discours absolument faux et alarmants. Pour revenir à votre question sur les chiffres de l'immigration clandestine, nous, ce que l'on sait, c'est que on expulse 25 000 étrangers en situation irrégulière chaque année depuis 4 ans. C'est une augmentation de 80% par rapport à 2020. Voilà ce que l'on sait. On a sur cette population de 330 000 habitants, une moitié de population qui est étrangère et la moitié de cette moitié qui est en situation irrégulière. Est-ce qu'il faut taper du poing sur la table plus fort, entre guillemets, vis-à-vis des Comores ? Il faut taper du poing sur la table plus fort vis-à-vis de l'ensemble des pays qui sont à l'origine d'une immigration incontrôlée vers l'île de Mayotte. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas que les Comores, effectivement. C'est ce que nous faisons. Après, il faut aussi bien doser les coups de menton et les discours très forts, et puis la réaction que peuvent avoir vos partenaires. Les Comores, il y a quelques années, ont fermé complètement l'acceptation de leurs ressortissants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu délivrer le laissez-passer consulaire. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous tenons un discours exigeant avec les Comores, qu'on réussit à renvoyer 25 000 étrangers en situation irrégulière de l'île de Mayotte, mais nous tenons aussi un discours respectueux des Comores. Mayotte qui est touchée également par des cas de choléra. On en est où aujourd'hui? Est-ce que la situation est sous contrôle? Il y a une épidémie de choléra qui se déroule dans les Comores, dans l'archipel des Comores, avec 1500 cas aujourd'hui estimés. Les services de l'État, l'Agence régionale de santé, le préfet, l'ensemble des services déconcentrés de l'État regardent avec une extrême précision l'ensemble de l'évolution de l'épidémie de choléra au large de Mayotte. Aujourd'hui, chacun des cas de choléra à Mayotte, 10 au total, ont été isolés et les personnes qui se sont retrouvées au contact de ces malades ont été traitées par antibiotiques et sont protégées de ce fait de tout risque épidémique. Et puis par ailleurs, je pense que c'est important de le dire, il y a des campagnes de prévention aussi, où il faut faire en sorte que chaque habitant de l'île de Mayotte, chaque Mahorais, fasse attention à bien respecter des règles sanitaires toutes simples, comme se laver les mains. Et c'est important de le préciser. Effectivement, en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, on parle de coupures encore d'eau jusqu'en 2025, jusqu'à l'an prochain. À quand on retour à la normale, justement, sur cet accès à l'eau potable à Mayotte? C'est un enjeu très important. L'île de Mayotte a connu en fait un épisode de sécheresse l'année dernière extrêmement fort dans un réseau d'eau qui est sous-dimensionné. Pour être très clair, on ne produit pas assez d'eau par rapport à celle que l'on consomme. Qu'a fait le gouvernement? Le gouvernement a distribué 37 millions de litres d'eau. D'accord? Ça a mobilisé cette distribution de 37 millions de litres d'eau, plus de forces de sécurité civile que 2 épisodes de feux de forêt sur l'ensemble de l'Hexagone
pendant quelques mois sur l'île de Mayotte. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est évidemment de réparer le réseau. Et c'est ce que nous faisons, et c'est de faire en sorte aussi d'avoir des infrastructures qui permettent d'augmenter cette production d'eau. Donc pour être clair, le problème est structurel, il ne va pas se régler en quelques semaines. On a des réserves aujourd'hui qui nous permettent d'appréhender la saison de façon plus sereine. Ça n'empêchera probablement pas quelques tours d'eau. Et on devrait réussir à rétablir une situation normale dans les prochaines années. Est-ce que vous connaissez le candidat mahorais figurant sur la liste du RN pour les européennes, Sedali Bouana Amissi? Alors, je ne le connais pas personnellement, mais... Vous en avez entendu parler, peut-être? Oui, j'en ai entendu parler, et j'ai eu l'occasion de lire ses déclarations. Donc c'est comme d'habitude avec Marine Le Pen. Les Comoriens de cafards, il les compare à des cafards, de la vermine, propos anti-israéliens, anti-vax, pour préciser, il prône également la soumission de la femme. Ouais. Bah oui, c'est comme d'habitude avec Marine Le Pen et le Rassemblement National, c'est qu'ils ont des alliés, des amis, que ce soit à l'AfD, le parti allemand, je reviendrai après, ou que ce soit ce colistier, dont ils ne s'assurent pas, au fond, des propos qu'ils tiennent. Ce monsieur, visiblement, a une admiration pour Poutine. Il soutient la polygamie. Bon, il a des propos extrêmement déshumanisants. Est-ce que vous demandez à Jordan Bardella de le retirer de sa liste? Jordan Bardella prendra ses responsabilités. Ce qui me frappe avec le Front National, c'est que ce n'est jamais de leur faute. Quand le parti allemand avec lequel ils sont alliés demande à la France de restituer Mayotte aux Comores, alors même que Marine Le Pen est actuellement à Mayotte, c'est on va avoir une explication avec eux, on va leur dire. Mais quand, il y a quelques mois, le même parti participait à des rassemblements néo-nazis, prônait l'expulsion massive d'Allemands d'origine étrangère. 2 millions d'Allemands devaient être renvoyés en Afrique selon ce même parti. Eh bien là aussi, il devait y avoir une explication. Et en fait, il y a des explications, mais à la fin, ils sont toujours alliés. Voilà la réalité du Front National. Marie Guévenoux, je rappelle, un ministre délégué chargé des Outre-mer. Venons-en à la suppression du droit du sol à Mayotte. Le projet de loi constitutionnel doit être présenté en Conseil des ministres d'ici au 22 mai. Vous confirmez? C'est quoi la suite du calendrier? La suite du calendrier, c'est que je confirme qu'on présentera un texte le 22 mai. 2 textes même, un projet de loi constitutionnel visant à abroger le droit du sol et un projet de loi ordinaire. On le transmettra en revanche aux élus, comme nous l'ont demandé les élus de Mayotte, de façon à ce que le conseil départemental, puisque c'est la règle, puisse pendant 1 mois examiner ce texte et faire des propositions au gouvernement qui du coup sera en mesure de le déposer au Conseil des ministres en juillet. Ils pourront l'amender concrètement, oui. Oui, l'idée c'est d'avoir un travail de concertation qui évite le simple vote contre ou vote pour qui entraînerait de ce fait, dans le cas d'un vote contre, un retrait du texte. Quand on parle de projet de loi constitutionnel, ça veut dire on a 2 options, soit on réunit l'Assemblée et le Sénat en congrès à Versailles avec un vote à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. On peut aussi passer par un référendum. Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que c'est une piste qui est envisagée? La façon dont sera modifiée la Constitution sur ce point, c'est vraiment une décision qui appartient au président de la République et c'est pas à moi ici d'en faire un commentaire. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est peut-être pourquoi on veut abroger le droit du sol à Mayotte. Vous avez à Mayotte une disposition qui permet à chaque enfant né de parents étrangers en situation irrégulière de pouvoir acquérir la nationalité française à partir de l'âge de 13 ans. D'accord ? Cette disposition fait que à Mayotte, vous avez 42% des titres de séjour qui sont fournis à des parents d'enfants français. Ça veut dire que des parents étrangers en situation irrégulière, parce qu'ils ont eu un enfant qui est devenu français à Mayotte, bénéficient, donc pour 42% des titres délivrés au total à Mayotte, de titres de séjour. Pour vous donner un élément de comparaison, c'est 4% sur l'Hexagone de titres de parents d'enfants français. Donc on voit bien qu'il y a une attractivité
du titre de séjour lié à la naissance d'un enfant sur le sol mahorais. Peut-être pour redonner un autre exemple, 85% des titres de séjour délivrés annuellement à Mayotte sont du fait de la vie familiale, sont du fait d'avoir un enfant français. Donc là, l'idée, c'est de le restreindre. L'idée, c'est d'abroger cette possibilité d'acquérir automatiquement la nationalité française dans ces conditions. Il y aura d'autres possibilités d'acquérir la nationalité française, mais ce ne sera pas une acquisition automatique par le droit du sol, de façon à couper de façon extrêmement radicale, c'est 85% de titres de séjour que je viens d'évoquer. Certains vont profiter, alors je pense au Rassemblement National bien sûr, vont profiter de ce débat pour tenter de parler, de passer leurs idées sur éventuellement une abrogation du droit du sol sur le reste du territoire français, sur l'Hexagone. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez ? C'est pas une inquiétude, je sais que ça va se passer ainsi. Ceux qui sont favorables au droit du sol, à l'abrogation du droit du sol partout comme le Front National, vont tenir ce discours-là, et ceux qui sont absolument opposés vont tenir le discours inverse. Moi, ce que je veux dire, c'est que Mayotte vit un quotidien, vit dans des circonstances exceptionnelles. Je vous les ai décrits, 374 km², 330 000 habitants, la moitié d'étrangers, la moitié de cette moitié étrangers en situation irrégulière, 70 km des côtes des Comores, et 85% de titres de séjour. Donc on est sur un cas spécifique. On est sur un cas exceptionnel qui nécessite des mesures exceptionnelles, et Mayotte ne doit pas être l'objet de l'instrumentalisation politique des partis extrémistes. Marie Guévenoux, il y a aussi la situation du côté de la Guadeloupe avec ce couvre-feu. Première nuit de couvre-feu, on est encore en plein dedans, 2h51 en ce moment à Pointe-à-Pitre. Donc couvre-feu pour les mineurs de 20h à 5h du matin. Est-ce que vous avez des premiers retours sur ce couvre-feu ? Est-ce qu'il a été respecté ? Alors, oui, le couvre-feu a été mis en place la semaine dernière. On était, il y a quelques jours, en fait, avec le ministre de l'Intérieur en Guadeloupe. Oui. On a rencontré le maire de Pointe-à-Pitre, qui nous a décrit une situation extrêmement difficile. Et le ministre de l'Intérieur a lancé ce couvre-feu. Il a aussi lancé des opérations Place Nette qui se déroulent actuellement à Pointe-à-Pitre. Je pense que la responsabilisation des mineurs et des parents est maintenant un sujet essentiel. Et d'ailleurs, il a été lui aussi ce sujet porté par le Premier ministre récemment dans le cadre des annonces qu'il a faites à Viry-Châtillon en Essonne. La Guyane également soumise à des violences quotidiennes. La Guyane, porte d'entrée également de la drogue en métropole. Il y a déjà 100% de contrôle pour tous les passagers entre la Guyane et Paris. Depuis, certains contournent ce règlement passant par les Antilles. Est-ce que il y a la possibilité éventuellement d'étendre ce dispositif ? Est-ce que c'est à l'étude aujourd'hui ? Le dispositif 100% contrôle qui a été mis en place en Guyane, et c'est une vraie réussite. Il a été parfois d'ailleurs contesté par des élus sur place, alors même que vraiment il produit un effet extrêmement fort, puisqu'il nous permet d'interpeller avant qu'ils embarquent des mules, donc des gens qui se sont gavés de gélules de cocaïne. Aujourd'hui, le trafic se dévie très probablement par d'autres destinations. Et donc, effectivement, on est en train d'étudier très sérieusement la possibilité de mettre en place des contrôles aléatoires sur d'autres zones des Antilles, Guadeloupe et Martinique. J'aimerais qu'on parle aussi des élections européennes. Pour conclure, Marie Guévenoux, selon notre ligne IFOP fiduciale pour Sud Radio, pour ces européennes, Jordan Bardella pour le RN est à 31,5% des intentions de vote. La liste Renaissance de Valérie Ayé tombe à 17%. Raphaël Glucksmann pour le PS Place Publique n'a jamais été aussi proche, 12%. Emmanuel Macron va prononcer jeudi son discours sur l'Europe. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui ? Est-ce qu'Emmanuel Macron s'engage pleinement dans cette campagne ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme le disent les oppositions, d'utiliser les moyens de l'Élysée pour faire campagne? C'est un risque éventuel à prendre en compte aussi. Non mais que le président de la République s'exprime sur l'Europe, quelle que soit la période, est évidemment un message extrêmement important
que les Français ont besoin d'entendre. Et ils ont besoin de l'entendre, certes, maintenant, en 2024, mais aussi en 2023 et probablement en 2025. C'est que la France fait partie de l'Europe. Beaucoup de décisions qui touchent nos compatriotes sont prises à un niveau européen. La France est un des acteurs majeurs. Et le président de la République a raison de s'exprimer sur cette question. Ceux qui veulent ensuite... C'est pas anodin, on est quelques semaines des élections européennes. C'est pas anodin, mais c'est pas la première fois que le président s'exprime sur les sujets européens. Il le fait extrêmement régulièrement et heureusement qu'il le fait. Est-ce qu'on imagine un président de la République qui, au fond, ne s'exprimerait jamais sur l'Europe? Donc maintenant que les oppositions veulent en faire un sujet de polémique dans le cadre de la campagne électorale, je le comprends. Mais il faut simplement revenir aux faits qui sont qu'un président de la République doit s'exprimer sur l'Europe, quelle que soit la période. Sur ce discours sur l'Europe, Emmanuel Macron a convié l'ensemble des eurodéputés. Il y a un petit problème puisque ce jour-là, ils sont censés, ces eurodéputés, être au Parlement européen pour leur dernière session plénière de leur mandat. Est-ce que c'est une maladresse de la part du président de la République? Est-ce que c'est une erreur? Bah écoutez, en tout cas, ça prouve bien qu'il n'est pas focalisé sur la campagne électorale dans le cadre du discours qu'il prononcera jeudi, parce que j'imagine que s'il avait été focalisé sur la campagne électorale, il aurait probablement fait attention à ce souci logistique dont Valérie Hayé devra probablement savoir ce qu'elle va faire pour savoir si elle se partage entre eux. Bah oui, vous savez un petit peu, vous avez une idée justement? Non, j'en ai aucune idée. Je sais que Valérie Hayé est une parlementaire extrêmement présente et assidue au Parlement européen, qu'elle a rendu un grand nombre de rapports et d'avis, contrairement à Jordan Bardella. Donc je pense que si je ne sais pas ce qu'elle fera, elle a tout intérêt, en gros, à siéger au Parlement européen ce jour-là, peut-être. Je ne sais pas quel est son intérêt. Elle le verra elle-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a un travail en tant que députée européen qui est d'une grande qualité, d'un grand sérieux, et que Jordan Bardella peut pas prétendre la même chose. Merci beaucoup, Marie Guévenoux, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, ministre délégué chargé des Outre-mer. Merci à vous et très bonne journée. Sud Radio, parlons vrai, 8h56. On revient dans un instant. Vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir, pour débattre de l'actualité. À tout de suite.